La révolution industrielle a fait exploser la consommation d'énergie de la civilisation humaine. Avec l'amorce d'un changement climatique à grande échelle, la question de comment cette énergie est obtenue et transformée se pose de manière pressante. Rappelons au passage, et dans le sillage de Lavoisier, Newton, Hamilton et Einstein, que l'énergie n'est techniquement pas produite, car celle-ci est une grandeur conservée au cours du temps. Mais il n'empêche, pour être utilisable, notamment pour la consommation électrique, elle doit être obtenue à partir de quelque chose. Mon invité dans cet épisode, Adrien Jantet, nous explique les avantages et inconvénients des principales sources d'énergie à notre disposition. Bonjour, aujourd'hui je reçois Adrien Jantet qui est physicien. Adrien, tu as reçu ton doctorat cette année en fait, en 2017. Et le titre de ta thèse c'était Électrodynamique quantique en cavité avec des nanotubes de carbone. Et par ailleurs, tu tiens un blog qui s'appelle Électricité 2050 et une chaîne YouTube qui s'appelle Énergité. Donc, et sur l'un comme sur l'autre, hein, tu fais de la communication et de la vulgarisation scientifique à propos de production et de consommation d'énergie en particulier. Alors pourquoi avoir fait ce choix après une thèse en physique fondamentale? Je sais pas quel est le domaine de la physique, mais disons optique quantique, un peu comme ça vu d'ici, mais pourquoi avoir fait ce choix de se lancer dans ces projets-là sur les questions d'énergie après une thèse sur un sujet quand même très différent? Ouais, écoute, j'ai choisi d'être physicien très, très tôt. En fait, dès que j'ai eu mes premiers cours de physique, ça m'a intéressé. J'ai poursuivi mes études et j'avais envie de faire de la physique, fondamentale. Donc moi, j'étais attiré par l'optique, par la lumière, pour l'aspect un petit peu, Mmh. visuel. Mais au fur et à mesure que je réalisais ma thèse, donc très fondamentale sur des on va dire sur des problématiques qui pourront peut-être avoir des applications, mais c'est pas la priorité. La priorité, c'est vraiment de se poser des questions de physique. J'ai trouvé ça intéressant, ça a plutôt bien marché, ça m'a plu, mais ça me satisfaisait pas totalement parce que j'avais l'impression d'être «assis» entre guillemets sur le bord du monde et de le regarder tourner dans mon petit laboratoire de physicien. Donc j'avais envie d'être plus impliqué dans la société et j'ai commencé à m'interroger comment utiliser mes études et mes compétences de physicien pour un truc qui soit utile. Et finalement, la thématique de l'énergie, de la transition énergétique, elle était un petit peu à la croisée des chemins entre mes connaissances et puis, je pense, les besoins de la société. Mmh. D'accord. Hem, donc on peut rentrer un petit peu justement dans le cœur du sujet. Donc ouais, je suis allé voir ton blog, hein, j'ai regardé ce que tu racontes, ce que tu expliques, c'est bien expliqué. Et bon, peut-être qu'on peut essayer de voilà, d'en faire profiter un peu les auditeurs. Donc tu parles surtout de production et de consommation d'électricité, l'électricité qui est utilisée en France par les particuliers, par les entreprises et cetera. Donc est-ce que tu peux un peu expliquer comment l'électricité qui est consommée en France est produite? Alors, déjà, pourquoi, je me suis intéressé à la question de l'électricité? C'est parce que c'est celle qui est la plus médiatisée et c'est celle qui revient la plus dans le débat public, que ce soit en politique ou ailleurs quand on en discute avec, en France, la question du nucléaire puisque, le nucléaire, c'est 75 de la production d'électricité française. Donc Mmh. ce nucléaire, il permet de produire une électricité de manière relativement constante, relativement fiable, pas trop chère, pas trop polluante, toute l'année. Et à côté de ça, en France, on a, également à peu près une dizaine de pourcents, d'énergie hydroélectrique, puis quelques pourcents d'énergie, ce qu'on appelle fossile, donc ça va être des centrales au charbon, des centrales, au gaz de plus en plus, parce qu'on essaye de fermer les centrales au charbon qui sont très polluantes. Et ces Mmh. centrales thermiques, donc ces centrales fossiles, elles vont servir, à réguler, en fait, le réseau d'électricité. Donc typiquement, en ce moment, on est en hiver, quand il y a une vague de froid et qu'il y a besoin d'un peu plus d'électricité que ce que peuvent fournir les centrales nucléaires, eh ben, on va allumer des centrales, au charbon ou des centrales au gaz.
Et puis enfin, on a, ce qu'on peut appeler les nouvelles énergies renouvelables, c'est-à-dire, l'éolien, le solaire et même un petit peu de méthane, d'électricité faite avec des déchets et cetera. Donc ça, c'est quelque chose qui est en pleine expansion, mais qui aujourd'hui reste très, très minoritaire dans le paysage électrique français. D'accord. Il faut aussi signaler que la France, exporte en plus, hein, elle exporte en plus de l'électricité puisqu'elle ne consomme pas tout à fait tout ce qui est produit en France. Donc il y a des exportations d'électricité qui est vendue aux pays voisins. Voilà. Alors en fait, les exportations d'électricité, c'est quelque chose que tout le monde ne sait pas, mais on le fait en permanence, en temps réel. À la fois pour des raisons économiques et des raisons techniques. C'est-à-dire que dès que l'électricité française, par exemple, est moins chère que l'électricité italienne, l'Italie va nous acheter un petit peu d'électricité et vice versa. D'accord. Donc ça, c'est la raison économique. Et puis la raison pratique, c'est que par exemple, quand on a trop d'électricité, on peut la vendre aux Suisses, qui vont Mmh. l'utiliser pour faire remonter de l'eau dans leurs montagnes et la stocker à cet endroit-là. Et puis lorsqu'il y aura besoin d'électricité en Suisse ou en France, ils vont pouvoir faire redescendre l'eau dans des barrages, entraîner des turbines et produire de l'électricité. Donc voilà, les exportations en France, on est euh, au total, hein, on exporte quasiment 10% de notre électricité. Mais voilà, au quotidien, on en achète, on en vend. Et puis quand on fait le bilan sur l'année, on est exportateur. D'accord, donc la France est exportatrice nette, on peut dire. OK. Exactement. Ouais. Alors donc tu as expliqué, pour commencer, pour ainsi dire, que, la source principale, en fait, d'électricité, c'est, le nucléaire. Bon, je pense que enfin, d'après ce que j'ai pu voir, hein, au cours de au cours de ma vie, si je peux dire, il y a beaucoup de gens, qui se diraient écologistes, qui sont très attachés à une sortie du nucléaire. Mais alors à ma connaissance, ça obligerait mécaniquement les fournisseurs d'énergie à utiliser beaucoup plus de carburants fossiles, donc je sais pas si ma perception sur ce point-là est bonne ou. Je pense que tu as raison de poser cette question-là. Mon point de vue général sur le nucléaire, si tu veux, c'est que on se pose trop vite la question de savoir si on est pour ou contre le nucléaire ou pour ou contre la sortie du nucléaire. C'est un débat qui est important, mais finalement, pour moi, c'est pas le débat le plus important. Donc pour te répondre de manière, plus précise, l'avantage que j'avais commencé à souligner dans le nucléaire, c'est qu'il est relativement fiable. C'est-à-dire, il peut y avoir des pannes, il peut y avoir des accidents, ça c'est extrêmement rare, il peut y avoir des pannes, mais globalement, le nucléaire est capable de te fournir une électricité de manière prévisible tout le long de l'année. Mmh. Si tu utilises, de l'éolien ou du solaire, il va y avoir une variabilité de la production qui dépend du vent, qui dépend de la couverture nuageuse pour le solaire et donc il va falloir, faire avec cette variabilité. Ce que tout le monde ne sait pas, c'est que pour l'électricité, comme c'est très difficile à stocker, on est obligé en permanence de produire exactement autant que ce que les gens consomment. Donc il faut en permanence allumer, éteindre des centrales, donc ça peut être des centrales à charbon, des centrales au gaz et cetera, pour ajuster la production et donc plus on va avoir des sources de production qui seront variables, comme l'éolien et le solaire, plus on va avoir de problèmes justement pour que la production et la consommation restent égales et donc, il y a un risque effectivement qu'on ait besoin de faire plus souvent appel à des centrales, au gaz ou à des centrales à charbon. Alors, Mmh. la problématique, elle est complexe, parce que évidemment, il y a des moyens de surpasser ça. Il y a je vais peut-être pas tous les citer, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent sur comment stocker l'électricité avec des batteries, avec, du stockage hydraulique, parfois en compressant de l'air qui peut se libérer et à nouveau produire de l'électricité. Il y a des gens qui veulent convertir l'électricité en hydrogène, puis la reconvertir en électricité. Donc il y a plein d'idées sur comment stocker de l'électricité. Mmh. Pour l'instant, il y en a aucune qui est totalement mature. Il y a une autre piste pour, absorber les énergies variables, qui est le fait de faire plus d'import-export. C'est-à-dire qu'on est en train de créer ce qu'on appelle des super réseaux, enfin un super réseau européen avec plus d'interconnexions. L'idée, c'est de se dire que s'il n'y a pas de vent dans le sud de la France, peut-être qu'il y a du vent au Danemark et que le Danemark pourra nous vendre de l'électricité à ce moment-là, donc on pourra compenser.
Une Mmh. autre piste encore, c'est ce qu'on appelle les smart grids. Alors les smart grids, c'est le fait en fait de gérer la consommation des particuliers ou des entreprises en direct. C'est de dire par exemple, bah, il y a pas de vent, alors voilà, si pendant une demi heure il y a pas de vent, on éteint le compresseur des frigos parce qu'après tout, bah, le compresseur du frigo, il peut très bien fonctionner dans une demi heure, la température va pas trop remonter. Donc voilà, adapter la consommation de façon heu, à ce qu'elle corresponde à la production. Voilà, ça c'est les D'accord. quelques pistes. Mais voilà, aucune de ces pistes-là n'est totalement, ne marche totalement actuellement. Elles ont toutes, leurs désavantages et leurs, limites pour l'instant. Mmh. Mais avant de s'inquiéter de la variabilité, il faut déjà s'inquiéter de disons même de la production moyenne de ces méthodes de justement de production d'énergie parce que tu as mentionné, l'éolien notamment. Enfin je veux dire avant d'arriver à si on veut sortir, du nucléaire, si cette décision est prise, avant d'arriver à remplacer, ce qui est enfin le vraiment le potentialité de production de cette filière-là, et je veux dire, les autres filières sont très loin derrière, les filières renouvelables pour l'instant, quoi. Ah oui, oui, tout à fait, là j'ai pas les chiffres, de 2017 en tête, hein, mais au niveau, enfin si on prend, les chiffres de 2015 qui me sont restés, on était à peine 5,5 en prenant le solaire plus l'éolien. Ouais, ouais. Donc 7 en rajoutant la biomasse, donc on est très, très loin de pouvoir couvrir le total. C'est sûr que si on voulait, entre Mmh. guillemets, «du jour au lendemain» arrêter les centrales nucléaires, bon déjà ce serait techniquement pas possible. Ouais, ouais. Si on voulait le faire, on serait obligé de faire des centrales à charbon ou au gaz pour les remplacer. Donc évidemment, ça n'aurait pas de sens de faire une transition immédiate parce que ça serait extrêmement polluant. Je rappelle qu'une Mmh. centrale au gaz, donc qui est moins polluante qu'une centrale à charbon, elle est à peu près 10 fois plus polluante qu'une centrale nucléaire. Donc Ouais. on peut pas forcer la vitesse de la transition. La question, elle se pose plus sur du moyen long terme en France, puisqu'on a un parc nucléaire de centrales qui est vieillissant, qui atteint là les Mmh. 35-40 ans. Donc finalement, le Ouais. choix, il est: est-ce qu'on va diminuer et fermer petit à petit ces centrales? Est-ce qu'on les prolonge, pour qu'elles durent peut-être, 50, 55, 60 ans? Ou est-ce que carrément on refait une nouvelle génération de centrales nucléaires? Voilà, le débat, je le situerais plutôt comme ça. Mmh. D'accord. Ouais, ouais, c'est ce que j'avais lu sur ton blog. Bon, les centrales actuelles seront vétustes d'ici 2050, c'est ce que tu expliquais et ouais, ça peut être un problème effectivement, bon. Hem, tu expliques aussi que le alors là, je vais te citer, hein: «Le point le plus épineux d'une éventuelle transition énergétique vers des énergies renouvelables est sans aucun doute la question du stockage». Oui, Tu oui, en as déjà un petit peu parlé, voilà, il y a quelques minutes. j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc c'est ce que je disais, comme il y a une forte variabilité du solaire et de l'éolien, il faut qu'on trouve un moyen d'absorber cette variabilité pour qu'on puisse continuer à avoir de l'électricité tout le temps. Parce que je pense Mmh. pas qu'on soit prêt, en tout cas pas tout de suite, à, avoir des interruptions, d'électricité. On en a beaucoup trop l'habitude, beaucoup trop besoin. Donc, Et ouais. si on veut avoir des énergies variables, il faut qu'on trouve soit un moyen de stocker l'électricité et comme je le disais, il y a beaucoup de gens qui y travaillent, mais ça pose des questions de coût, de faisabilité technique, d'impact environnemental aussi. Ou alors il y a Mmh. d'autres propositions. Par exemple, il y a un scénario qui a été fait par une association française, qui s'appelle Négawatt, donc qui est pour une diminution de la quantité d'énergie utilisée, mais aussi pour une sortie du nucléaire. Eux, leur idée, c'est de dire qu'on va produire en fait, toutes les voitures, en tout cas une grosse partie des voitures, vont utiliser l'hydrogène. L'hydrogène, c'est quelque chose qu'on pourrait produire à partir de l'électricité et donc, si je Mmh. résume à gros traits leur scénario, c'est de dire: «On va produire toute l'énergie nécessaire pour les voitures avec l'électricité, en convertissant cette électricité en hydrogène». Donc pour la question de la variabilité, quand il y aura beaucoup de production, eh ben, on produira de l'hydrogène qu'on pourra stocker. Et puis, quand il y aura pas beaucoup de vent ou pas beaucoup de soleil, eh ben, on produira moins d'hydrogène et
en quelque sorte, c'est cette production d'hydrogène qui pourra nous servir de tampon pour équilibrer ou pour absorber la variabilité de la production d'électricité. En reconvertissant cet hydrogène-là en électricité. Voilà, exactement. Enfin, disons, pour simplifier, si je devais produire normalement 100 unités d'hydrogène par jour, bah, si c'est un jour où il y a beaucoup de vent, peut-être que je vais en produire 120. Mais si c'est un jour où il n'y a pas du tout de vent, ben, je vais produire 0 hydrogène ce jour-là et ça va me permettre de conserver, le peu d'électricité qui reste pour le reste des besoins électriques, c'est-à-dire, le chauffage, la lumière, les ordinateurs et cetera. D'accord. Donc le fait de produire ou de ne pas produire de l'hydrogène, voire éventuellement de reconvertir de l'hydrogène en électricité si c'est rentable, permettra de, voilà, d'avoir toujours de l'électricité disponible. Donc c'est ça l'idée centrale de leur scénario, qui est tout à fait séduisante, mais qui, pour l'instant, reste à démontrer techniquement. C'est-à-dire qu'on sait produire de l'hydrogène à partir d'électricité, mais c'est pas du tout quelque chose qui en est à l'échelle industrielle et c'est pas quelque chose, pour l'instant, qui a un taux d'efficacité suffisant. C'est-à-dire que si je convertis mon électricité en hydrogène, mais que j'en perds, heu, 40 ou 50 en chemin, ben, ça ne peut Mmh. pas se faire à l'échelle d'un pays. Pas tout de suite. Il faut qu'on améliore les processus D'accord, en chemin. d'accord. Et tu sais, enfin là, c'est une question que j'avais pas du tout prévu de poser, mais tu sais comment ça marche cette, production d'hydrogène à partir d'électricité? Alors c'est une production par électrolyse, je suis pas du tout, spécialisé, D'accord. mais pour être très honnête, hein, et transparent, le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, à l'échelle mondiale, 95 de l'hydrogène qui est produit à partir d'énergies fossiles. Donc Mmh. les véhicules à hydrogène actuellement, par exemple en Allemagne, ils commencent à développer des véhicules à hydrogène. Bah, pour l'instant, une bonne partie de l'hydrogène est produite à partir, de pétrole ou de gaz et là, l'intérêt en termes de transition énergétique est faible. Ouais, d'accord. Donc là encore, c'est toujours des problèmes de pari technologique. Quand il y a une technologie qui est récente, il n'y a pas toutes les briques qui permettent de la faire de manière efficace, de manière écologique. La question, c'est de savoir est-ce que ça va être possible dans les 15, 20, 30 ans qui viennent ou est-ce qu'on n'en sortira jamais et finalement ça restera une technologie polluante? Donc il faut essayer de se projeter comme ça, c'est pas facile, quoi, ouais. C'est ça. Mais quelque part dans la transition énergétique, on est obligé de se projeter, sur le long terme. C'est pas possible de prendre des décisions, sur 5 ans ou même sur, 10 ans, c'est très difficile. Mmh. OK. Alors, autre chose que j'avais vu, donc toujours sur la question du stockage, laquelle tu consacres pas mal de textes sur ton blog. J'ai écrit dans les notes que j'ai prises, hein, que tu disais que à partir des sources solaires et éoliennes en particulier, et aussi un peu hydrauliques à moindre mesure, l'électricité qu'on obtient à partir de ces sources-là, il faut l'utiliser tout de suite ou la perdre? Alors, oui, ce que je veux dire par là, c'est que, bah, une éolienne, par exemple, si aujourd'hui tu as du vent, l'éolienne produit de l'électricité, dans ce cas-là, ton électricité, tu es obligé de l'utiliser maintenant ou de la perdre, Mmh. tant qu'on n'a pas développé des moyens de stockage, de conversion en hydrogène et cetera. Ouais. C'est pas comme une centrale nucléaire, par exemple en été, les centrales nucléaires, eh ben, on en éteint un certain nombre en France parce que, il y a pas on utilise assez peu de climatisation, il y a beaucoup moins besoin de chauffage qu'en hiver, donc on peut éteindre nos centrales nucléaires. On n'utilise pas d'uranium. De la même façon, on éteint, en été la plupart de nos centrales au gaz, de nos centrales au charbon, eh ben, on consomme pas de gaz, on consomme pas de charbon, donc il y a pas de souci. Pour le vent et pour le soleil, et ben ça se passe pas comme ça, on maîtrise pas. Le soleil, s'il est là, ça produit, s'il est pas là, ça produit pas, mais une fois qu'on a l'électricité et qu'elle est produite, on est bien obligé de l'utiliser. Mmh. Donc ça, c'est en attendant d'avoir des meilleures, techniques de stockage, quoi. Absolument, absolument. Quelles que soient les techniques de stockage qu'on utilisera, elles auront forcément un coût économique et un coût écologique. C'est-à-dire qu'une batterie, par exemple, faire fabriquer une batterie, bah, ça reste polluant. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent sur des batteries, moins lourdes, moins polluantes, avec des matériaux moins rares et cetera, mais plus on Mmh. utilisera de stockage, plus ça aura un coût. Et ouais, surtout que les métaux qui sont utilisés, je pense encore aujourd'hui pour fabriquer les batteries, enfin c'est quelque chose qui était présent dans ce que tu as dit, puisque tu as parlé de matériaux rares, mais c'est vraiment des métaux,
ouais, c'est des métaux qui sont là en quantité relativement limitée. Je me rappelle plus lesquels, Alors s'il y a du cadmium, ça c'est peut-être pas le cas, mais oui, alors en fait, il y a 2, si tu veux, il y a 2. Pour moi, il y a entre guillemets 2 problèmes séparés. C'est-à-dire aujourd'hui, on a des batteries qui sont au lithium. Bon, le lithium, mmh c'est pas l'élément le plus abondant, mais ça reste très abondant, on n'est pas à court tout de suite. ouais, ouais. Ceci étant, Mmh. en France, on a une recherche qui est assez dynamique pour trouver des nouveaux Mmh. types de batteries. Par exemple, du côté de Grenoble, il y a, Sylfen qui travaille sur des batteries, justement sur un système à hydrogène, donc qui convertit l'électricité en hydrogène et qui reconvertit l'hydrogène en électricité, mais le tout intégré sous forme de batterie. Et puis, du côté d'Amiens, il y a, Tiamat, je crois, qui travaille sur des batteries au sodium, donc qui est un élément plus abondant que le lithium et donc qui a d'autres avantages. C'est qu'aux États-Unis, il y a des gens qui travaillent sur des batteries à l'urée, et cetera. Donc voilà, il y a toute une foule de recherches. Après, il y a une problématique qui n'est pas uniquement liée aux batteries, qui est celle des matériaux critiques. Ça, c'est une problématique qu'on va retrouver dans les panneaux solaires, mais aussi dans les alliages qu'on utilise pour faire des éoliennes, mais aussi dans l'informatique en général. C'est-à-dire qu'on utilise parfois de très petites quantités de matériaux, comme le cadmium, le chrome, le bore, et cetera, qui vont servir à des tâches très précises, vraiment en toute petite quantité. Mmh. Mais quand on se met à les utiliser à l'échelle industrielle, et ben, ça commence à peser lourd par rapport aux ressources mondiales qu'on a. Et donc là, Et en ouais. 2017, l'Union européenne a sorti un nouveau rapport sur les matériaux critiques. Voilà, c'est des choses qui sont en train d'être évaluées, mais dans, 20, 30, peut-être 50 ans, on va commencer à arriver à court de certains matériaux et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on Mmh. commence à prendre en compte. D'accord. Est-ce qu'on peut un petit peu parler des autres moyens des autres techniques, on va dire, de stockage? Donc tu fais une liste, hein, sur le blog, donc il y a le stockage hydraulique, par air comprimé, enfin tu les as déjà énumérés plus ou moins un peu plus tôt. Donc hydraulique, air comprimé, les batteries dont on vient de parler, la conversion en gaz, alors je pense que c'est autre chose que ce dont tu parlais avec l'hydrogène. Le stockage mécanique et le stockage thermique. Ça, c'est les techniques disponibles. Quels sont leurs points forts et leurs points faibles? Enfin, on n'est pas obligé de tous les faire, mais on peut peut-être en parler de quelques-uns. Alors, voilà, si on en parle de quelques-uns, par exemple, juste pour prolonger l'histoire de l'hydrogène, quelque chose qui est à la mode en ce moment, c'est ce qu'on appelle le power to gas, c'est-à-dire aller encore plus loin que l'hydrogène, mais aller convertir l'électricité en méthane. Et ce méthane, s'il est Mmh mh. suffisamment purifié, on peut directement l'injecter dans les réseaux de gaz et l'utiliser comme du gaz de ville, donc pour le chauffage, la cuisson, et cetera. À nouveau, c'est extrêmement séduisant parce que le gaz, c'est quelque chose qu'on peut stocker, donc on pourrait se dire: «Voilà, je produis beaucoup plus d'électricité qui me permet, de couvrir mes usages électriques, mais aussi mes usages de gaz et puis, bah, les jours où il y a pas de vent, où il y a pas de soleil, je produis pas de gaz et je tape dans mes réserves». Mais là encore, c'est quelque chose qui est naissant. Je pense qu'on n'a pas le recul pour dire si cette technologie va un jour devenir mature, rentable, efficace ou si c'est pas le cas. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de naissant. On va voir ce que ça donne dans les années à venir. Mmh. 2e Mais du coup, ça peut être polluant, non? Enfin, désolé, je te coupe, mais ça peut être polluant. Si c'est du méthane, il y a quand même, j'imagine qu'il va y avoir des rejets de molécules carbonées avec ça. alors effectivement, si on en revient à du gaz, quand on brûle du gaz, il va y avoir, de manière minime des pollutions aux particules fines et puis quand même, enfin, mettons pas de pollution aux particules fines, mais des rejets de CO2, heu, effectivement. Alors après, Mmh. pour la question du gaz en particulier, il y a un début de travail sur ce qu'on appelle le biogaz, donc qui est du gaz obtenu à partir de déchets ou alors de matières végétales fermentées. Donc ça peut être Mmh. typiquement des déchets agricoles, des déjections animales. Donc dans ce cas-là, on est sur pour le cas du biogaz, il y a une absorption de CO2 quand, l'animal ou les végétaux, heu, croissent ou grandissent et puis, ce CO2, il est libéré au moment où on brûle le gaz. Mais effectivement, au moment où on brûle le gaz, il y a toujours un rejet de CO2. D'accord.
Mais du coup, je vois pas trop l'intérêt je vois pas trop l'intérêt, enfin d'un point de vue transition énergétique, je vois pas trop l'intérêt de ces méthodes du coup. Alors, dans le cas du biogaz, il peut y avoir un équilibre entre ce qui est consommé au moment de la croissance des plantes et ce qui est rejeté au moment où on brûle le gaz, auquel cas donc c'est neutre Mhm. carbone en analyse de cycle de vie. Ok. Si on convertit l'électricité en gaz, je t'avoue que je me suis pas posé suffisamment la question, donc il faudrait que j'aille, travailler un peu là-dessus, mais effectivement, c'est peut-être pas le plus intéressant, d'un point de vue écologique. Il faudrait que je me renseigne. D'accord. Et pour revenir sur ta question du stockage, donc finalement, le stockage qui existe le plus actuellement, c'est ce qu'on appelle le stockage hydraulique. J'en ai parlé, un petit peu tout à l'heure quand j'ai parlé de la Suisse. Ouais. L'idée, c'est relativement simple, c'est de dire, bah, si on a des barrages, on peut, lorsqu'on a trop d'électricité, utiliser cette électricité pour faire remonter de l'eau dans des barrages. Donc vraiment, Mhm. dépenser de l'électricité pour faire monter l'eau et lorsqu'on a besoin d'électricité, on laisse retomber l'eau dans le barrage qui produit à nouveau de l'électricité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les stations de transfert, et d'énergie par pompage, donc les STEP en français. On en a dans les Alpes, les Suisses, en ont aussi, par exemple. Le problème, c'est qu'on est à peu près à saturation de nos capacités parce qu'en fait, pour que ça soit Mm. rentable et efficace, il faut qu'il y ait 2 bassins qui soient à plusieurs centaines de mètres de dénivelé l'un de l'autre et bah, il n'y a pas beaucoup de sites, en France, où il y a cette possibilité-là. Et ouais. Donc là-dessus, on est un petit peu coincé. Voilà, on utilise, autant de ressources qu'on peut. Après, il y a d'autres pays dans le monde, qui peuvent, développer leurs, ressources hydrauliques, hein, en particulier du côté de l'Himalaya et en Amérique du Sud, mais Mm. moins ma spécialité. D'accord. Donc on a déjà parlé de production un peu, de stockage maintenant. Bah, il y a aussi une piste pour essayer disons, de progresser en termes aussi bien d'économie d'énergie que d'empreinte écologique, c'est peut-être de consommer moins d'énergie. Euh, Là, d'après toi, quelles sont les pistes? Est-ce que c'est réaliste? Enfin, tu parlais de ce scénario négawatt où il était proposé de consommer moins d'énergie dans le futur. Comment est-ce que c'est envisagé de faire ça? Enfin, tu as déjà un peu parlé des smart grids, mais peut-être qu'on peut revenir un peu sur Non, les smart voilà, les pistes ouais, pour moi, les smart de, grids, de diminution de consommation. enfin, c'est pas tout à fait la même idée. Là, si tu veux, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit à un moment, en France, on se pose trop vite la question du nucléaire et c'est pas le plus important. Ouais, Parce que pour moi, le plus important, c'est justement la réduction de la consommation. On ne d'accord. sortira pas du nucléaire, pour ceux qui le souhaitent, sans réduire fortement notre consommation d'électricité et d'énergie en général. C'est vraiment un Mhm. enjeu qui est majeur, parce que même avec des panneaux photovoltaïques, même avec des éoliennes, et cetera, on aura toujours une empreinte carbone. Donc la seule énergie qui est propre, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. Et pour ça, non mais c'est bête à dire, mais finalement, je pense que c'est le plus important. Et alors pour donner une Mhm. idée, grosso modo, hein, en chiffres français, un Français moyen, il dépense 25 de son énergie, un peu plus de 25, enfin, on va dire plutôt son empreinte carbone, c'est un peu plus de 25, le logement et en particulier le chauffage. Mhm. À peu près 25 Ouais, aussi pour le transport, en particulier la voiture individuelle. Après, on a à peu près 16 qui est l'alimentation, 10 qui sont les services publics et puis ensuite on a, les vêtements, la consommation d'autres biens et cetera. Mais voilà, mhm. je dirais les 3 gros secteurs, hein, par ordre de priorité, c'est logement, chauffage, transport et alimentation. Et c'est là-dessus qu'on peut D'accord. jouer, pour baisser notre consommation. Mhm. Et tu peux être un peu plus concret ou c'est Oui, trop bah, compliqué je peux essayer en tout cas, mais, si tu veux, si on prend les sujets un peu dans l'ordre, prenons le logement. Donc faut voir que
Il y a évidemment des fortes variations pour les gens qui habitent dans le nord, dans le sud, en maison, en appartement, et cetera. Mais pour donner un ordre d'idée, le chauffage, c'est 60 à 70 de l'énergie qu'on consomme à la maison et à cela s'ajoute 10 pour l'eau chaude. Donc si on fait le total, c'est quasiment 90 de l'énergie à la maison qui est pour la chaleur. Autant dire Mmh. que l'éclairage, l'informatique, c'est important, hein, d'éteindre en sortant de la pièce. C'est important de Ouais. pas utiliser, des écrans d'ordinateur et cetera trop souvent. Mais vraiment, Mmh. si on veut diminuer sa consommation, c'est d'abord au chauffage qu'il faut s'attaquer. En ce moment, on est en D'accord. période hivernale. L'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, propose ou en tout cas, suggère qu'on devrait laisser les pièces à vivre à peu près 19 degrés et les chambres à 16 degrés. Je pense que Waouh! c'est quelque chose que vraiment pas tout le monde ne fait et il y a vraiment beaucoup à gagner là-dessus, hein. Pour donner vraiment un exemple très concret, un appartement, vous le faites passer de 20 degrés à 19 degrés, c'est à peu près 7 d'économie. C'est 7 d'économie Mmh. d'énergie, 7 d'économie CO2, 7 d'économie sur le porte-monnaie aussi. Donc c'est voilà, ça Mmh. c'est un geste, concret et pas du tout négligeable. D'accord. Et puis, alors après, bon là, on va pas rentrer dans les détails, mais, il y a toute la question des chauffages, notamment des chauffages, électriques grille-pain qui sont pas très efficaces. Il y a la question des travaux Mmh. d'isolation, mais, Mmh. après, la question c'est de savoir aussi, les budgets, les moyens de chacun, les possibilités techniques. Là, Mmh. j'ai envie de dire, il y a tout un tas de guides, notamment faits par l'Agence, de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dont je parlais tout à l'heure, sur comment, chauffer mieux, comment faire sa rénovation énergétique, qui peut amener, hein, des gains, de, 20, 30, 40 pour des Mmh. investissements. Si tu veux, pour des gains de l'ordre de, 10 ça va être, changer un chauffage, mettre, de la régulation thermique, ça va coûter quelques centaines d'euros. Pour une isolation, d'un appartement ou d'une maison, on va plutôt taper dans les 10, 20, 30 000. Après ça dépend de la taille, du logement. Ouais. Donc D'accord. voilà pour la partie logement. Mmh. Puis ensuite, il y avait la partie transport. Bon, là, on comprend assez vite, je pense, ce qui peut être fait, Bah, en termes, utiliser les transports en commun notamment. voilà, transport en commun, vélo qui se redéveloppe, un petit peu en ville en ce Mmh. moment, voire, C'est vrai. quelque chose auquel on pense peut-être un petit peu moins, c'est le développement du, du travail à domicile, c'est-à-dire du travailler, Mmh. faire du télétravail par ordinateur. Mine de rien, Ouais, ouais. télétravailler un jour par semaine, ça veut dire faire un aller-retour au travail de moins par semaine, c'est 20 de trajet en moins, dans la semaine. Bah, ouais. C'est bête, mais à l'année, ça peut faire 2 000 kilomètres en moins si vous faites, 20 kilomètres, Mmh. pour aller au travail. Et puis, Mmh. il y a la question, sensible et pour tout le monde, hein, moi j'ai pas du tout de leçon à donner là-dessus, mais il y a la question sensible des vacances. Mmh. Bah, se rendre à l'autre bout de la France en voiture, c'est une chose, se rendre à l'autre bout du monde en avion, bah, mine de rien, en termes de bilan carbone, hein, c'est très Ouais. lourd. Pour donner un ordre d'idée, Ouais, ouais, ouais. quand on se déplace en avion, c'est comme si on se déplaçait seul en voiture. Donc si je fais 10 000 Ah kilomètres en ouais. avion, c'est comme si j'avais fait 10 000 kilomètres seul dans ma berline, qui fait 5 litres au 100, enfin ou 6 litres au 100. Donc c'est D'accord. voilà, c'est très, très lourd. Voilà, là-dessus, il Mmh. y a un phénomène de société et encore une fois, je suis pour l'instant, mal placé pour donner des leçons. Et oui. D'accord. Et puis il restait l'alimentation. Alors là, on en avait déjà un petit peu parlé dans une interview précédente avec Thibaut Corneloup. Donc il m'avait expliqué que, c'est vrai qu'on entend souvent dire, par exemple, que, ne pas manger de viande, c'est une très bonne manière de diminuer son «bilan carbone» entre guillemets. Lui me disait que c'est pas si clair. Alors je sais pas si tu as un avis là-dessus, mais on peut en parler en général, Alors, si tu as des informations, je sur ce qui peut être fait, côté alimentation. alors, côté alimentation, hein, l'idée que tout le monde a en tête, c'est de dire 1 kilo de viande, ça a
empreinte carbone qui est beaucoup plus lourde qu'un kilo de pommes. Mmh. Ouais, ou qu'un kilo de pommes de terre ou qu'un kilo de blé. Après, la question, elle est plus complexe parce que derrière, il y a la question des produits importés ou qui viennent de plus ou moins loin en camion. Il y a la question des produits en saison, hors saison. Donc, pour vous donner Mmh. une idée, une tomate qui est produite hors saison, par exemple une tomate que vous allez acheter en ce moment en hiver, elle va avoir un bilan carbone 7 à 10 fois plus élevé qu'une tomate produite en saison, c'est-à-dire en été. Waouh. Donc, ah ouais, non, c'est quelque chose qui est tout à fait sensible. Je regardais l'autre jour les chiffres. Vous prenez des haricots verts des haricots verts frais qu'on trouve en ce moment, qui sont importés en avion. Je me rappelle plus de quel pays, mais qui sont importés en avion. C'est un bilan carbone 20 Mmh. fois plus élevé que des haricots verts frais français en été. Mmh. Donc, si vous remplacez une alimentation carnée par des légumes qui sont produits hors saison, importés par avion, etc., là, vous n'allez pas Mmh. forcément y gagner. Donc, moi, ce que je dirais D'accord. en priorité pour l'alimentation, c'est d'abord de manger des fruits et légumes de saison, de Mmh. manger, si possible, hein, autant que possible, des produits qui sont locaux, que vous allez trouver en AMAP, donc auprès des paysans, en marché ou dans des magasins qui ont des produits locaux. Vous pouvez aussi, après, vous tourner vers une alimentation qui est moins carnée. Réduisez votre Mmh. consommation de viande, mais aussi de produits animaliers, hein. Par exemple, 1 kilo de beurre a une empreinte carbone plus élevée qu'un kilo de poulet. Donc voilà, il faut avoir une réflexion Mmh. globale sur les produits animaliers. Et puis, en dernier lieu, l'alimentation biologique, elle est en termes de bilan, disons purement de bilan CO2, elle est un petit peu meilleure, hein. J'ai regardé les chiffres que publie l'ADEME, elle est plutôt meilleure que l'alimentation traditionnelle. Mais Mmh. bon, c'est pas un facteur 7 ou un facteur 10. Donc vraiment, priorité à revenir aux produits de saison et aux produits importés des localités et pas importés en camion et encore pire en avion. Mmh. D'accord. Donc avec toutes ces informations en tête, hein, que ce soit sur le stockage, la consommation et ben, déjà la production, tu as mis au point un calculateur de mix énergétique sur ton blog. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce dont il s'agit? Alors ce que je voulais proposer donc avec ce site électricité2050.fr, c'était de, en fait, de donner un aspect ludique. C'est-à-dire de montrer aux gens qu'est-ce que c'est notre consommation aujourd'hui et de les laisser jouer, par exemple, en leur disant: «Voilà, vous pouvez baisser la consommation, résidentielle, c'est-à-dire le chauffage, vous pouvez, augmenter les transports électriques», puis vous allez voir que la consommation, augmente ou diminue. Et puis à côté, vous pouvez jouer aussi avec la production, donc par exemple baisser le nucléaire, augmenter l'éolien, et cetera. Et moi, je fais un petit simulateur, je vérifie que vous êtes équilibré et si, vous arrivez à l'équilibrer, c'est-à-dire que vous produisez suffisamment par rapport à la consommation, je vous donne quelques chiffres comme, à quel pourcentage de renouvelables, vous en êtes, combien de centrales nucléaires vous avez gardées, combien d'éoliennes vous êtes obligé de mettre, voilà, quel est votre bilan carbone, combien d'emplois on a. Donc l'idée, c'était vraiment de laisser les gens jouer un petit peu avec leurs préférences sur l'énergie et puis de leur donner après, le résultat. D'accord. Et est-ce qu'il y a des du coup, à partir de cette manière de faire les calculs, est-ce que toi, tu as dégagé des scénarios qui te semblent intéressants ou? Alors, est-ce que moi j'ai un scénario privilégié? Donc moi ce que je privilégierais en premier lieu, c'est vraiment, donc un gros travail de rénovation énergétique dans le bâtiment pour faire diminuer, Mmh mh. les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'énergie de ce côté-là. Heu Et également l'électrisation d'une partie des transports et puis, moi je suis pour une augmentation des énergies renouvelables, que ce soit je suis pas pour privilégier, l'éolien par rapport au solaire ou le contraire. Je pense qu'on a besoin d'un bouquet d'électricité, renouvelables différentes parce qu'elles ont toutes leurs atouts et leurs limites et puis, je suis pour une décrue progressive, du nucléaire. D'accord. OK.
Euh, Écoute, en fait, j'ai fait le tour de mes questions. Euh, En tout cas, sur ce qui concerne, enfin, ouais, j'ai fait le tour de mes questions. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose qui te paraissait important. Bah, écoute, là, je pense qu'on a non, on a bien travaillé sur ce sujet-là. Alors, il faut enfin, j'en profite pour dire que je suis en train de préparer avec un think tank justement un projet aussi pédagogique sur, la transition énergétique qui ne sera pas que sur l'électricité, mais sur, justement un ensemble de thématiques avec, les transports, le logement et cetera. Mais ça sera probablement Hmm, pour, disons la première moitié de 2018. d'accord. Ça, c'est peut-être une bonne manière d'élargir, enfin brièvement, hein, la conversation. C'est que là, on a parlé d'électricité, et comme tu l'expliques sur ton blog, bon, toute l'énergie qu'on consomme n'est pas sous forme d'électricité. C'est, si je me rappelle bien, quelque chose de l'ordre d'un Ouais, c'est quart. ça, l'électricité, Donc c'est un même si quart. on arrive à, ouais, même si on arrive à rendre l'électricité à la fois propre, renouvelable, fiable, etc., il restera encore tout ce qui est consommé par ailleurs Mmh, et utilisé par ailleurs. absolument, absolument. En fait, aujourd'hui, bah, finalement, je pense que le problème le plus compliqué à résoudre, ça va être celui du pétrole. Parce qu'aujourd'hui, on a à peu près 100 du parc automobile qui est sur du diesel et de l'essence. Et Mmh. donc notre, ministre a annoncé la fin des moteurs au diesel et à l'essence pour 2040, mais techniquement, on en est encore loin et là, à nouveau, il y a plusieurs technologies qui sont proposées, mais aucune qui, qui pour l'instant n'a remporté la manche de manière évidente. Donc notamment, il y a les voitures électriques qui se Mmh. développent, qui ont l'avantage, si on produit une électricité propre, d'être propre. Mais pour l'instant, il y a des ça a l'air bête de dire ça comme ça, mais dans un pays, par exemple, comme la Chine ou comme l'Inde, passer à la voiture électrique, alors certes, ça fait moins d'émissions de particules fines en ville, mais si l'électricité derrière, elle est produite au charbon, c'est pas du tout intéressant parce que vous devez produire votre Tout à électricité au fait. charbon. Il y a des pertes quand ensuite on la passe, au niveau de la voiture, donc au total, je suis même pas sûr que ça émette moins que, la voiture à pétrole. Ça émet peut-être même plus que la voiture au Et pétrole. oui. Donc voilà, en France, on a la chance, enfin le nucléaire a sûrement tout un tas de défauts, hein, mais on a la Mmh. chance que le nucléaire émette peu de CO2 et donc notre combinaison Mmh. hydro plus nucléaire est très faiblement émettrice. Donc voilà, nous, on peut envisager de passer aux véhicules électriques. Seulement Mmh. les véhicules électriques, voilà, il y a la question de la recharge, combien de temps ça dure? Est-ce que le fait de recharger une grande quantité de véhicules électriques, ça risque pas de déséquilibrer le réseau? Donc voilà, il y a Mmh. ces questions-là. À côté, donc il y a pas que le véhicule électrique, il y a le véhicule à hydrogène. On en a parlé un petit peu, des intérêts et des limites. Il y a aussi la production de biocarburants. Donc les biocarburants, l'idée, c'est de dire: «On va faire l'équivalent de l'essence et du diesel à partir de plantes» et comme les plantes consomment du CO2 pour grandir et ben ça voilà, au cours de la vie de ce carburant, il va y avoir d'abord du CO2 consommé, puis du CO2 relâché, mais au total, ça va, donc avoir une neutralité carbone. Le problème, c'est que la première génération de biocarburants, elle s'est basée sur, du soja, du maïs, hein, notamment, elle était très fortement développée au Brésil, aux États-Unis et en fait, ça pose tout un tas de soucis. Premier souci, bah, ce soja et ce maïs qui sont utilisés pour faire des biocarburants, ils ne sont pas utilisés pour être mangés et donc ça pose un Mmh. problème d'interaction sur les prix. Deuxième souci, le soja, et le maïs et ben, ça utilise beaucoup d'eau et ça utilise beaucoup de pesticides, intrants et cetera, engrais et ces engrais, ils ont eux-mêmes un Mmh. impact carbone, ce qui fait qu'au total, vous aviez des biocarburants qui finalement polluaient quasiment plus que le diesel parce qu'on avait utilisé une quantité monstrueuse, d'engrais pour les faire pousser. Donc voilà, ça c'est la première Et génération oui. qui, d'un point de vue écologique, social et cetera, n'est pas durable. Il y a une deuxième génération qui a vu le jour, qui est faite à partir de ce qu'on appelle de résidus végétaux, par exemple, de la paille, ça peut être du bois, voilà, des résidus de bois, des copeaux de bois. Il y a une usine qui est ouverte en Italie il y a peut-être, 5 ans maintenant, dans le nord de l'Italie, qui produit 20 millions de barils par an
et c'est la première usine à grande échelle de ce type-là. Donc ça, voilà, c'est pas rentable face à un pétrole à $40 le baril, même à $50 le baril, comme il est en ce moment, mais ça peut le Mmh. devenir relativement rapidement. Et puis il y a une troisième génération de biocarburants, c'est faite à base d'algues, qui là aurait l'avantage Mmh. de ne pas utiliser de terre, hein, d'être relativement compact, mais qui est pas du tout, rentable ni, existante à l'échelle industrielle pour l'instant. D'accord. Donc voilà, c'est à nouveau, c'est un peu toute la problématique de la transition énergétique. C'est-à-dire qu'on a plein d'idées, mais le Mmh. chemin se fait en marchant. D'accord. Et alors juste sur un plan perso, je suis curieux maintenant parce que est-ce que tu comptes, par la suite repartir vers la physique, vers l'optique, vers les disons les nanotubes de carbone ou est-ce que tu veux rester dans ce domaine, de la transition Alors, énergétique? a priori, je fais ma transition, professionnelle vers la transition énergétique. Donc, là, donc comme je te disais, j'ai un projet, sur la transition énergétique, pédagogique avec un think tank et puis à partir de janvier, je vais travailler dans une entreprise qui s'appelle Enercop, qui est un distributeur d'électricité. Donc c'est un concurrent d'EDF, le principal opérateur, français, qui vous propose Mmh. enfin, on peut changer, on peut passer d'EDF à Enercop très facilement. Et Enercop, en fait, n'achète que de l'électricité renouvelable produite par des coopératives. Donc D'accord. voilà, moi, je vais travailler avec eux sur la question justement de l'équilibrage du stockage en présence d'énergie renouvelable. Pourquoi j'ai décidé d'aller chez eux? Bah, d'abord parce que c'est un acteur qui est très engagé, aussi bien au niveau transition énergétique qu'au niveau sociétal. Ils ont une vraie réflexion sur ce que c'est que l'entreprise. Ils font partie de l'économie sociale et solidaire. La plupart des Mmh. décisions sont prises en commun avec les salariés, et cetera. Donc ça m'attire, politiquement, je trouve ça intéressant. Mmh. Et puis, bah, finalement, avec toutes mes réflexions, justement, en m'étant intéressé à l'électricité, comme je te l'ai dit tout à l'heure, comme on en a discuté, le principal problème, c'est la question de l'équilibrage et du stockage. Et quand ils m'ont proposé de travailler là-dessus, bah, je me suis dit: «Banco». C'est un truc sur lequel je peux probablement utiliser mes compétences de physicien et à mon avis, Mmh. c'est l'une des clés. Si on réussit pas ça, on pourra pas faire, la transition énergétique vers les renouvelables. Mmh. Avertissement sans frais. Exactement. Mais je vais m'y mettre D'accord. et j'espère enfin, je veux dire, il y a des milliers de gens bien plus brillants que moi qui y travaillent, donc je vais commencer à apporter ma petite pierre, à ce sujet-là. Ouais, ben, écoute, je te souhaite beaucoup de succès, hein. Je pense que c'est un beau projet, une belle idée, quoi. Ouais, merci beaucoup. Je pense aussi. Ouais. Voilà. Écoute, merci Adrien d'avoir répondu à mes questions. Je pense que c'était très instructif. J'espère que les gens en retireront quelque chose. Bah, j'ai peur d'avoir été un peu trop fouillis, mais j'ai fait ce que j'ai pu et oui, je pense qu'il y a en tout cas, il y a plein d'informations à en retirer. Ouais. Et puis de toute façon, au cas où il y aurait eu un manque de clarté sur ce podcast, on peut donc renvoyer les gens vers Électricité 2050, c'est ton blog. Je donnerai l'adresse URL quoi, au moment où on publie le podcast quoi. Très bien, très bien Hmm. et bah, en tout cas, comment tu l'as découvert toi? Comment tu es tombé dessus? Je sais plus. Franchement, je sais plus. Mais j'avais déjà vu passer ton nom un peu avant parce que tu étais Ça marche dans pour La les Marche siens. pour les Siens, je crois que ça s'appelait comme ça. Tout à fait. Donc peut-être que tu étais sur mon radar et que d'une manière ou d'une autre, je me suis retrouvé sur ton blog pour cette raison. Mais ouais, je crois que c'était ça. Mais ouais. Ça marche. Bah, merci à toi pour cette interview et puis Ouais, ben, avec plaisir. Bah écoute, bonne soirée Adrien, et puis on reste en contact. OK, parfait et bah, bonne soirée. Ouais, merci, ciao. Ciao.